Un enregistrement vidéo de la cellule académique Recherche-Développement de l'innovation et de l'expérimentation de l'Académie de Créteil. Virginie Chiplet, professeure de SVT au collège Chevreul à l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne, actuellement en poste et en master 2 de didactique des sciences expérimentales, répond aux questions de Marianne Durand-Lacaze, collaboratrice CARDI, sur le sujet de la classe inversée. Réflexion et témoignages sur une pratique pédagogique très en vogue. Qu'est-ce que ça apporte aux élèves, mais aussi aux enseignants? Quels sont les pièges à éviter pour que la classe inversée apporte une réelle plus-value pédagogique? La classe inversée, Virginie Chiplet, c'est quoi pour vous? Alors pour moi, la classe inversée, c'est mettre le questionnement au cœur de la classe et non plus l'exporter dans les devoirs à la maison en laissant le contenu à découvrir à la maison et en questionnant ce contenu en classe. Alors, il y a plusieurs types de capsules en fait. Il y a tout un éventail, vous vous êtes rendu compte de ça au fur et à mesure de votre pratique. Tout à fait. Au début, j'ai commencé par des capsules de contenu. Donc les capsules de contenu présentent une notion que l'on veut expliquer aux élèves. Il y a aussi des capsules de méthodologie. Cette fois-ci, c'est vraiment technique, c'est comment je vais réaliser un graphique. Donc les différentes étapes, les unes à la suite des autres. Il y a aussi des capsules de motivation. Donc pour présenter un problème, pour présenter une situation étonnante, ça permet aux élèves d'arriver avec l'envie de résoudre cette situation parce qu'ils savent qu'on va s'intéresser à ça. Et des capsules introductives sur lesquelles, par exemple, il peut y avoir les prérequis nécessaires avec des rappels des années précédentes pour permettre à tous les élèves d'arriver avec le même bagage de connaissances. Est-ce que vous diriez que la capsule vidéo s'apparente à un devoir à faire à la maison? Alors, si on se place pour les parents ou pour les élèves. Bien sûr. Alors ça dépend de ce qu'on appelle un devoir. Le devoir ici consiste en fait à regarder la capsule, parfois à prendre des notes sur la capsule ou à poser une ou deux questions sur ce que l'on a vu. Donc c'est un devoir dans le sens où ça prend du temps à la maison pour la matière, mais c'est un devoir qui ne questionne pas, le témoignage des parents que j'ai eu, c'est qu'ils ne questionnaient pas en fait la relation parent-enfant, puisqu'en fait les enfants étaient autonomes et pouvaient faire leur résumé sur la capsule présentée ou bien écrire leurs questions, sachant qu'ils savaient que ces questions auraient leur réponse en classe. Donc il y avait moins de conflits en fait générationnels avec les parents parce que le devoir étant fait et étant dans les compétences de nos élèves, il n'y avait pas de souci avec ça. Alors, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la classe inversée? Par quel chemin expérimentaux, innovants êtes-vous passé? Alors, j'ai commencé en fait à suivre les réseaux sociaux il y a quelques années et en particulier des collègues, des universitaires, des inspecteurs. Et c'est par ce biais-là que j'ai eu accès en fait à cette innovation, ce courant de pensée qui est arrivé sur les réseaux sociaux il y a 3-4 ans. Et à partir de là, je me suis dit que c'était intéressant puisque je voulais développer l'autonomie de nos élèves. On dit souvent que nos élèves ne sont pas autonomes au collège. Alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour travailler cette autonomie? Et je trouvais que c'était peut-être une solution puisqu'on laissait en fait les élèves arriver avec leurs questions et on allait tout mettre en place pour essayer de les résoudre en classe. Alors, vous avez même expérimenté ça sur tout un niveau de quatrième. Tout à fait. Alors j'ai commencé avec mes quatrièmes parce que les troisièmes donc avaient le brevet, avaient le stage, avaient le passage au lycée, donc c'était très engageant et très déstabilisant aussi sur une année d'examen. Et pas chez les petits, parce que, enfin pour moi les petits, les 6e, 5e, parce que justement ils découvraient le collège pour les 6e, pour les 5e ils découvraient des notions assez complexes sur les molécules dans le corps humain, l'énergie, enfin assez conceptuelles. Le niveau de 4e me paraissait le niveau le plus adapté. Pour vous,
À qui s'adresse la capsule vidéo ? Alors, la capsule a un large public en fait. La capsule, elle a un public d'enfants qui ont suivi leur scolarité chez nous, mais aussi, et ne pas oublier, des enfants non francophones qui arrivent dans nos classes, des enfants à besoins éducatifs particuliers, dont les non francophones peuvent faire partie, mais qui ont un certain handicap. Et il ne faut pas oublier que ces capsules doivent s'adresser à tous ces enfants et pour l'anecdote, à certains parents aussi qui sont bien contents de regarder et de comprendre avec leur enfant. Alors, en vous appuyant sur votre expérience, quels sont les points positifs que vous retiendriez et les points négatifs de la pratique de la classe inversée ? Alors en point positif, je dirais donc l'autonomie, puisque c'est ce que je cherchais au départ, et c'est vrai que les élèves arrivant en classe en sachant ce qu'ils allaient faire, ils étaient capables de prendre leurs livres, tout tournait, pour dire ça, et ils savaient où ils allaient, ce qu'ils devaient résoudre. Ce qui a aussi été intéressant comme point positif, c'était ma relation avec les élèves, mais également les élèves entre eux, puisqu'on crée une sorte de communauté de classe où les bons élèves étaient contents de travailler ensemble. Alors j'avais placé mes tables en îlot pour pouvoir développer aussi ce travail en classe. Les bons élèves pouvaient travailler ensemble, pouvaient développer et enrichir leurs compétences, mais aussi aller aider ceux qui avaient plus de difficultés, et ceux qui avaient plus de difficultés n'avaient plus aucune gêne d'aller poser des questions, puisque le but c'était justement de ces séances de résoudre ces questions et de ne pas laisser de questions sur le carreau et aucun élève avec une question à la fin de la séance. Donc ça, c'est un énorme point positif. Parmi les points plus négatifs, quels seraient les éléments que vous voudriez nous faire partager ? Alors, je pense que si on est très investi dans cette démarche, c'est très chronophage. Créer ou même recenser des capsules, ça demande énormément de temps. La création vraiment prend beaucoup de temps si on est très consciencieux et qu'on a des buts, des objectifs pédagogiques très précis. D'autres problématiques, c'est aussi l'égalité ou l'inégalité des capsules que l'on peut trouver par exemple sur Internet. Certaines sont très rapide, et on n'oublie pas le panel d'élèves qui doivent regarder ces capsules. Certaines de ces capsules ont un vocabulaire de spécialistes, donc ça aussi ça pose un problème quand on réalise une capsule, bien penser à ce niveau. Donc l'anecdote que je donne et que j'ai eue cette année, c'était quand je parle en 4e d'organes des sens. Moi je pense à l'œil, aux oreilles, mais certains de mes élèves pensent aux organes de l'essence, et ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on allait à la station pour pouvoir parler du système nerveux. Oui, effectivement, on ne va pas à la station auto. Mais voilà, et dans une capsule, c'est des éléments qu'on ne voit pas forcément, que je repérais peut-être mieux en classe, en tout cas au début, puisqu'ils intervenaient pour me dire « je ne comprends pas tel mot ». Là, la capsule doit être explicite. Donc ça, c'était quelque chose qui est pour moi un point vigilant. Au point parfois d'écrire le mot, surtout quand on a des élèves allophones ou quand on a des élèves en situation de handicap. Écrire le mot, parfois, qui voient bien que c'est organe des sens et pas organe d'essence, ça change aussi le questionnement. Et la troisième point de questionnement pour moi, ça a été par rapport à ma matière en SVT, ça a été la problématisation et la construction du savoir. Je me suis vraiment interrogée pour savoir si le travail en classe inversée permettait au sein de la communauté classe, on a dit que ça crée une communauté, c'est vrai, mais est-ce que ça permet de débattre sur un sujet scientifique ? Est-ce que ça permet de créer un espace problème qui permet en fait de construire un problème précis, commun à la classe, comme pourrait le faire une communauté scientifique ? Est-ce que ce n'est pas un peu exporté ou oublié au profit des connaissances qui sont très importantes ? Mais est-ce que ça pose pas un problème par rapport à cette situation ? Et parmi vos réflexions, l'identification ou les choix pédagogiques qu'implique pour vous le fait de vouloir réaliser des capsules, au début vous me disiez que vous en faisiez beaucoup, de très courtes, que vous étiez arrivé à d'autres choix, qu'il y avait un véritable temps de réflexion qui vous était apparu comme très utile. Oui, alors c'est vrai, comme je l'ai fait pendant 3 ans et je continue de le faire encore un peu modifié, j'ai pris du recul.
Au début, je faisais des capsules, puisque je les vois qu'une fois par semaine, donc je faisais une capsule par séance, donc c'était énorme. Et on n'avait pas toujours vraiment le temps de débriefer. Donc je me suis mis un petit peu en retrait et je me suis vraiment demandé quels étaient mes choix. Quand on fait une capsule, il me semble fondamental de, maintenant avec le recul, de choisir pourquoi je la fais. Je la fais pour motiver mes élèves, pour leur poser un problème, et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut construire un problème et problématiser ensemble après quand tout le monde a vu le contexte un peu étrange. Ou est-ce que c'est une transmission de connaissances? Mais dans ce cas-là, si c'est une transmission de connaissances, c'est à but évaluatif, c'est à but de résumer. Est-ce que ça ne devrait pas être construit par les élèves peut-être, puisque après tout, moi les connaissances, je les ai. Donc, quel est le sens qui est donné? Donc je pense qu'il est fondamental de réfléchir vraiment à des objectifs pédagogiques quand on réalise une capsule. Vous parliez d'autonomie au début de cet entretien. Les élèves réalisent aussi des capsules. Vous leur faites réaliser des capsules. Alors je suis passée par 2 étapes, donc justement comme ce contenu, quelque part ça me gênait de le faire puisque je le maîtrisais et que même beaucoup de choses étaient implicites puisque quelque part c'était mon langage de professeur de sciences, je les ai fait créer par les élèves. Et on se rend bien compte que quand des élèves créent des capsules, là tout doit s'expliciter parce que sinon les autres ne comprennent pas. Là, je suis passée à une autre étape depuis décembre. Je demande à mes élèves de créer des capsules. Ces capsules, elles vont être débattues avec les autres élèves avant qu'on les mette en ligne, débattues sur la forme, sur le choix du document qu'on va prendre derrière. Déjà, est-ce qu'il est de source libre? Est-ce qu'il ne l'est pas, hein, des questions qu'on ne se posait pas avant. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que le vocabulaire n'est pas trop compliqué? Quel mot on va choisir? Celui-là est plus adapté que celui-là. Donc c'est vrai que c'est un espace de débat qui se crée autour de la capsule. Et j'ai continué en faisant faire également des capsules de mes élèves de 4e pour mes élèves de 6e. Et là, il y a un vrai travail d'explicitation. Alors ils ont commencé par un questionnaire qu'ils ont donné aux 6e. Les 6e ont indiqué tout ce qu'ils ne comprenaient pas dans le questionnaire. Je ne comprends pas quelle est l'influence d'eux. Alors là, j'ai bien rigolé parce que moi, le nombre de fois où je dis en 6e quelle est l'influence des paramètres de l'environnement, et eux, ils ne comprennent pas quelle est l'influence d'eux. Et à moi, ils ne me l'ont jamais dit, hein. Mais par contre, au 4e, ils l'ont dit. Et donc, ça nous a permis une réflexion sur comment se transmet le savoir au sein d'une communauté qui est ici une communauté en fait du collège, puisqu'on est de 4e sur des 6e. Alors, quels sont les... Là, on voit que ça sert même de formation presque entre pairs, entre élèves, et que vous leur donnez le goût de la capsule, en tout cas, et le goût de transmettre, et d'expliquer, et d'expliciter. Donc, c'est quand même tout un travail, un cheminement pédagogique très intéressant. Quels sont, selon vous, les points de vigilance pour un professeur qui se lance dans cette pratique ou qui la pratique déjà depuis un certain temps? Quelles sont les questions qu'on pourrait toujours avoir à l'esprit? Alors je vais revenir sur des points que j'ai déjà dit, mais il y a l'aspect technique. Le premier, c'est l'aspect technique. Pour certains élèves, les capsules, même très bien faites, sont trop rapides. Le débit de parole est très rapide. L'intensité sonore aussi, certains élèves m'ont dit « Madame me fait mal à la tête, la voix de la dame ». Donc l'intensité, le niveau, c'est vrai que nous ne sommes pas informés pour réaliser des capsules. Et sur certains points, c'est gênant pour les enfants. Pareil dans les aspects techniques, hein, marquer les mots, penser aux élèves qui sont en situation de handicap et qui sont dyslexiques aussi. On n'est pas toujours dans les mêmes configurations en fonction des capsules. Vraiment, donc tout ça en fait pour dire pensez à votre public et à la visée pédagogique que vous voulez donner à votre capsule. C'est une transmission de contenu. Les mots, il faut qu'ils soient écrits, il faut qu'ils soient indiqués, de mon point de vue bien sûr, parce qu'ils vont être exigibles à l'évaluation. Dans une capsule de méthodologie, doucement, parce qu'eux, ils vont le faire à côté de vous, ils vont prendre la règle, ils vont prendre le crayon, et ça prend du temps, surtout si on est petit, pour comprendre. Voilà. Et ne pas oublier qu'on a devant nous donc des élèves qui ont des conceptions, qui ont des parcours, qui arrivent avec des obstacles, et qu'il va falloir tenter de lever, si ce n'est dans la capsule, au moins dans la séance d'après. Donc bien intégrer cette capsule dans la progression.
Dans la progression annuelle, en fait. Annuelle et dans la séquence. Parmi les pièges à éviter, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais il y a cet accès à toujours privilégier, à ce que l'accès soit bien compris par les élèves. Et puis, quelle est la visée de la capsule? Vous en avez aussi parlé. Tout à fait. Pas oublier, introduction motivationnelle ou de contenu ou de méthodologie. Alors, par rapport aux écrits, aux publications scientifiques que vous avez compulsées quand vous vous êtes lancé dans cette pratique, avec le recul aujourd'hui de votre expérience et de cet héritage, quelle critique poseriez-vous sur la pratique de la classe inversée? Alors, c'est vrai que j'ai fait un recueil de données et là je cherchais vraiment un corpus de données scientifiques. Vraiment scientifique avec des recherches qui ont été faites soit pour les sciences de l'éducation, soit en didactique des SVT, et j'ai trouvé très très peu d'informations. Donc je continue à lire, mais très peu de papiers où la méthode est testée, critiquée, améliorée, de façon à pouvoir peut-être un jour faire consensus, en tout cas sur certains points. Dernière question, comment se poser la question de l'évaluation en classe inversée? Sur quoi l'enseignant qui se lance dans cette pratique doit-il s'interroger par rapport à l'évaluation qui fait aussi partie de son travail? Alors c'est vrai que l'évaluation, on peut l'avoir de deux façons. Le travail en classe, grâce à la classe inversée, me permet de vraiment faire de l'évaluation formative. Dans ce cas-là, je vois vraiment où sont les élèves et donc je peux leur donner les capsules qui sont les plus adaptées pour réviser leur contrôle ou réviser les points en difficulté. Et comme on garde les capsules en plus sur plusieurs années, on peut lui dire tu peux aller vous revoir la capsule de 4e. Pour ce qui est de l'évaluation sommative, l'évaluation dite finale où tous les enfants sont censés avoir un niveau atteint, c'est là où j'insistais vraiment sur la visée pédagogique de la capsule. La capsule, ils vont la revoir quand ils vont réviser. Si vos capsules ne sont pas réfléchies dans l'acquisition des connaissances ou des compétences que vous souhaitez travailler, l'élève va peut-être apprendre pas assez en regardant votre capsule, ou trop, et donc il va plus faire le tri entre de ce qu'il doit savoir, ce qu'il ne doit pas savoir, où est-ce qu'il doit aller. Donc je pense que c'est vraiment important que la capsule ait une place dans la séquence pour permettre à l'élève après de s'y retrouver au moment de ses révisions et de l'évaluation comme support vraiment utile. Donc la question de l'articulation de la capsule dans la séquence, c'est quelque chose de fondamental pour vous. Merci Virginie Chiplet de votre éclairage et de votre témoignage sur la classe inversée. C'était un enregistrement vidéo de la cellule académique Recherche, Développement de l'innovation et de l'expérimentation de l'Académie de Créteil, le 8 janvier 2016. Retrouvez des articles, des vidéos, des enregistrements audio sur le site internet de la CARDI. Tapez CARDI, Académie de Créteil, dans n'importe quel moteur de recherche. À bientôt sur notre site internet. Au revoir. Merci. Au revoir, Virginie. Au revoir.